Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission Pare-Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, consacrée au secteur de l'automobile, le secteur moto et toutes les nouvelles mobilités. Pour toute la saison 2026, nous avons installé notre studio au restaurant-bar La Terrasse du SWI. Nous sommes immeuble Galerie Lafayette, 10 rue Victor Schœlcher à Fort-de-France. Allez, on peut dire juste à côté de la cathédrale de notre belle capitale. Je tenais à remercier Gérard, le gérant de la société, qui nous reçoit, de la Terrasse FWI, et toutes ses équipes. Qui nous reçoivent donc dans ce lieu magnifique devenu presque mythique en plein cœur du centre-ville. Cette émission spéciale sécurité routière est réalisée par Label Web avec gtmac.fr. Elle est possible grâce à nos partenaires, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, API Martinique, le spécialiste des pièces détachées, Speedy Martinique, vos centres de réparation automobile et bien sûr le restaurant Bar Tapas, La Terrasse, on vient d'en parler. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir avec Éric Rouget et Vanille Le Mouniac monsieur Philémon Perrault, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Martinique Étienne Desplanques. Vous êtes en poste depuis le 1er septembre 2025, monsieur le sous-préfet Philémon Perrault. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes particulièrement en charge de la coordination des services de la sécurité en Martinique, et en particulier de la sécurité civile et routière, du respect de l'ordre public et de la protection des personnes et des biens. Et nous vous recevons ce soir pour parler de sécurité routière particulièrement, bien évidemment, c'est le thème de notre média. Nous aborderons avec vous le bilan de la sécurité routière pour 2025, année mémorable avec une hausse de 63% des personnes décédées sur nos routes par rapport à 2024 et 2023, à un niveau record d'ailleurs depuis 2007. De fait, si vous êtes d'accord, monsieur le sous-préfet, nous parlerons avec vous de sensibilisation des usagers de deux roues qui payent un lourd tribut par le nombre de morts et de blessés sur nos routes. 44% des accidents en 2025 avec 17 tués contre 15 automobilistes et 7 piétons. 39 morts au total et 758 blessés. On pourra même rentrer dans le détail si vous le désirez avec un grand plaisir. On parlera de conduite addictive, bien sûr, des ravages de l'alcool et des stupéfiants quand on utilise son véhicule, de la sensibilisation des jeunes ou encore de vitesse trop souvent excessive sur nos îles, particulièrement en Martinique. Plus globalement, nous parlerons pendant cette petite heure, on va dire, avec vous, monsieur le sous-préfet Perrault, de partage de la route et des nouvelles mobilités et des actions que votre cabinet met et va mettre en place pour réduire le nombre d'accidents sur notre île en 2026 et comment vous comptez agir sur les causes récurrentes, connues, comme la conduite en ayant consommé de l'alcool, on l'a vu, des stupéfiants, et de plus avec souvent une conduite excessive en vitesse. Enfin, nous parlerons des radars en Martinique. C'est un sujet qui forcément fâche l'État, par définition, on va dire, puisque 89 radars, je crois qu'il y en a presque plus, quelques-uns. On verra avec vous tout à l'heure. Et sans doute de votre volonté de réinstaller ceci, bien sûr. Et puis, un peu plus tard dans l'émission, si vous êtes d'accord aussi, eh bien, nous recevrons Manika Suez Panam Bouton, manager d'EcoTaxi 972. Elle est là avec son gérant, son patron, Franck Ardel, qui est le gérant de la société. Spécialisé Taxi 972 dans les excursions en véhicules électriques en centre-ville de Fort-de-France, mais pas seulement, avec des explorations du nord et du sud de la Martinique à bord de navettes écologiques. Une très bonne idée pour la protection de notre île, avec cette idée positive, peut-être même avant-gardiste, tant on aime parfois le bruit et les grosses machines aux Antilles, et tant pis pour les rejets de NOx et autres pollutions, elles super silencieuses, mais carrément néfastes pour les humains et l'écosystème de cette toute petite île, notre Martinique, celle qu'on aime, qu'on chérit, que vous aimez particulièrement. Donc c'est bien, c'est une super idée d'être déjà dans l'écologie, dans le centre-ville, avec un projet Taxi 972 qui me paraît vraiment génial. On y revient dans un moment, si vous êtes d'accord, Franck et Manika. Avec plaisir. 39 tués en 2025, 543 accidents, 758 blessés, dont 243 blessés hospitalisés. On en parle rarement, on parle beaucoup des personnes décédées sur la route, mais rarement des blessés. Il y a beaucoup de conséquences après un accident de moto ou de voiture. Et un lourd tribut pour les deux roues, qui nous semble pas encore très bien équipés, pas très bien sensibilisés sur les risques potentiels d'une chute sans équipement particulier. 15 décès qui étaient des automobilistes et 7 piétons. Donc, monsieur le sous-préfet Perrault, je vais être honnête avec vous, dans cette émission, et depuis des années, on dit toujours la même chose. Où sont passées les campagnes de communication qui nous ont fait grandir, nous, de notre génération, c'est-à-dire ces campagnes de communication de sensibilisation où on avait
des dizaines et dizaines de spots publicitaires télé, radio, voire même de l'affichage, etc., où on disait attention, 2 verres ça va, mais 3 verres, bonjour les dégâts. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir monsieur le sous-préfet. Effectivement, les chiffres 2025 sont très mauvais pour la sécurité routière en Martinique. On n'est même plus à 39 morts, parce que ça c'était les chiffres de janvier. Comme on comptabilise les tués sur les routes jusqu'à 30 jours après l'accident, quand quelqu'un meurt à l'hôpital, y compris en 2026, ça compte dans les tués de 2025. Et donc on a franchi la barre des 40 tués sur les routes en 2025. Mais le constat est donc encore pire que celui que vous dressiez tout à l'heure. C'est le pire chiffre depuis près de 20 ans en Martinique. Donc forcément, on est extrêmement préoccupé par la chose et on va essayer évidemment cette année de sensibiliser au mieux les publics. Sur la communication que vous évoquiez, alors il y a une partie qui relève évidemment de la préfecture et c'est notre rôle de financer des actions, d'essayer de faire en sorte effectivement de sensibiliser et de communiquer par divers canaux. C'est aussi au niveau national la délégation de la sécurité routière qui s'en occupe. Mais je crois qu'on a effectivement changé les méthodes. On fait toujours des spots radio et spots télé, mais on est aussi passé sur les réseaux sociaux. Alors, il y a peut-être certains spots que vous ne voyez pas, mais on essaie quand même d'être très actif sur cette politique qui est sur les 20 dernières années. Si on regarde quand même la tendance générale, a eu globalement un vrai succès. On a quand même une baisse constante du nombre de morts, mais il se trouve qu'au niveau local, en Martinique, pour l'année 2025, c'est plutôt l'inverse, avec une année qui est vraiment une année noire. Avec plus 67% de tués et le plus lourd nombre d'accidents mortels depuis 20 ans. Alors, on va y revenir, bien sûr, parce qu'on va essayer d'aller dans le fond pour voir quelles sont les causes réelles. Mais est-ce qu'on a déjà les premiers chiffres de 2026 ? Je crois que vous êtes arrivé avec quelques résultats pour voir si on est sur la tendance ou si on est en train de la lâcher, en espérant qu'on la lâche un peu, cette tendance à la hausse, on va dire. Alors, heureusement, on part sur de meilleures bases qu'en 2025. En 2025, à cette date, on était déjà à 9 tués sur les routes. Oui. Cette année, on est à 4, ce qui est déjà énorme. 4 tués, c'est évidemment 4 morts de trop. Mais ce sont des chiffres du coup encourageants par rapport à 2025 et qui sont également inférieurs à ceux de 2024. Donc pour l'instant, on est sur de meilleures bases que les années précédentes. Mais encore une fois, on ne se contente pas de 4 morts sur les routes en 3 mois et demi. C'est évidemment déjà beaucoup trop. Évidemment, on est bien d'accord avec vous. Alors, donc les causes, elles sont très profondément ancrées dans la société, parce que si on essaye de voir quelles sont les conséquences, enfin non pas les conséquences, mais les causes réelles des accidents, on se rend compte qu'il y a pas loin de 100% à peu près partout. À moto, c'est à peu près 100% de morts sans casque. En voiture, à peu près 100% de blessés. Je dis pas de morts, mais de blessés, c'est dû à l'alcool. Donc, est-ce que ces causes-là sont suffisamment, graves pour que vous réagissiez à travers les actions que vous meniez dans votre cabinet ? On en a vu une première qui a marqué tout le monde, celle du 13 janvier, où il y a eu un contrôle vraiment important. Mais est-ce que c'est bien la ligne et la tendance que votre cabinet définit, c'est-à-dire un peu plus de répression peut-être et de contrôle ? J'essaie de voir. D'une part, on essaie de cibler effectivement certains publics, et on essaie également... Juste, on va vous rapprocher un peu le micro, simplement, du bord de la table. De cibler certains comportements. Sur les publics, vous avez raison de pointer les deux roues qui sont absolument surreprésentés dans les accidents mortels. Alors ça varie d'une année à l'autre, mais le chiffre qu'il faut retenir, c'est que les deux roues, c'est moins de 2% des usagers de la route, et c'est toujours plus de la moitié des accidents, et certaines années, comme l'année dernière, c'est près des 3/4 des accidents qui impliquent des deux roues, et vous l'avez rappelé sur les chiffres, c'est 16 tués. Donc effectivement, ces chiffres sont absolument sidérants, pour plusieurs raisons, bien sûr, mais 93% des tués motocyclistes n'avaient pas de casque. Or, le casque, évidemment, protège et sauve des vies. Et puis ensuite, il y a un phénomène plus général, et sans chercher à stigmatiser les motocyclistes, parce qu'il y a beaucoup de motocyclistes qui sont évidemment tout à fait responsables, mais il y a, dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire plus de 90%, dans plus de 90% des cas, c'est évidemment du comportemental. Donc c'est vitesse excessive, dépassement dangereux, consommation de stupéfiants ou d'alcool. Et donc évidemment, quand on cumule un problème de comportement plus l'absence de casque, à moto ça pardonne pas. Et donc c'est pour ça qu'on a un nombre de tués sur les motos qui est complètement sidérant au regard de... C'est une population très dure à capter en fait, ces jeunes, souvent très jeunes même, qui se tuent en moto. Est-ce qu'on peut arriver à capter leur attention, à les faire changer de comportement ? C'est vrai qu'aujourd'hui, pour la puissance publique, ce qui est difficile, c'est de réussir à sensibiliser ceux qui sont le plus en dehors des clous. C'est-à-dire celui qui a une moto qui n'est pas déclarée, qui n'a pas le permis, qui n'est pas assuré,
qui ne porte pas le casque et qui roule avec des excès de vitesse, c'est vrai que celui-là, on a du mal à le capter. Or, d'une part, il est dangereux pour lui-même, il risque de mourir dans un accident, mais évidemment, il est dangereux pour les autres. C'est aussi ça notre enjeu. Donc vous avez raison que pour ces publics-là, on essaie encore une fois de marcher sur nos deux jambes, la sensibilisation et la répression. La sensibilisation, on essaie dès que possible de le faire. Et pour ça, le plus simple, c'est quand même de toucher les plus jeunes via toutes les actions qui peuvent être conduites dans les établissements scolaires notamment, en se disant que le jeune au collège, on arrive encore à le sensibiliser, et peut-être que quand il sera un peu plus âgé, quand il aura 18-20 ans, et ce sera beaucoup plus compliqué de réussir à le remettre sur le droit chemin. Donc la sensibilisation, on va viser pour ces publics-là, pour prévenir ce type de comportement dangereux, plutôt les plus jeunes, avec des actions qui sont menées notamment, mais pas que, dans les établissements scolaires, mais en fait partout où on trouve des jeunes gens. Et ensuite, évidemment, on a le côté répressif qu'on essaie évidemment d'actionner à chaque fois que nécessaire. Non pas qu'on s'en serve pour renflouer les caisses de l'État ou autre, mais tout simplement parce qu'à un certain moment, quand on a essayé de sensibiliser, quand on a fait des messages de prévention, quand on a communiqué, que la personne reste dangereuse pour les autres usagers et pour elle-même sur la route, on a d'autres choix que de réprimer, bien sûr. Toujours pareil, est-ce que ces populations-là ont la peur du gendarme et de la répression, justement, ou non, finalement ? Je ne suis pas dans la tête des uns et des autres, mais ce qui est certain, c'est que nous, quand on mène des actions, on arrive à intercepter, à contrôler, à sanctionner, avec parfois des peines qui peuvent être lourdes, dans certains cas, quand on cumule des infractions, quand on transporte du stupéfiant, qu'on en a consommé, qu'on est impliqué dans un accident corporel. Enfin, en fait, après, tout ça est judiciarisé, donc ça peut avoir des conséquences qui sont lourdes. Donc évidemment, on essaie le plus possible de faire ça. Je ne sais pas si on fait peur à tous les motocyclistes, si on arrivera à pénétrer leur psyché aux uns aux autres, mais ce qui est certain, c'est que ces actions, elles sont dissuasives, et c'est bien ce qu'on cherche à atteindre, de dire, vous ne serez pas prêt à tous les coups, mais quand on vous prendra, on tapera fort, parce que ce que vous faites est particulièrement grave. Pour ceux qui ne savent pas, par exemple, quand il y a une infraction, on peut saisir la moto et la détruire. Donc oui. Ça peut aller très loin. Bien sûr. Et par ailleurs, encore une fois, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que sur le volet judiciaire, quand on est responsable d'un accident corporel et mortel, on a eu la création de l'homicide routier, etc. C'est des personnes aussi, et c'est ce qu'a voulu le législateur, et c'est au sens de la justice qui, moi, me paraît tout à fait logique. Quand on a pris des risques sur la route au détriment de la sécurité des autres usagers, évidemment, on doit pouvoir être sanctionné par la justice du pays. Et donc, on peut aller voir maintenant, avec cette nouvelle infraction qui a été créée, en fait, arriver sur du criminel, donc avec quelque chose de très grave, pour aussi rappeler aux uns aux autres que la conséquence des actes qu'on a, quand ça implique la vie des autres, de nos concitoyens, bah oui, en fait, on ne peut pas le prendre à la légère, et donc quand il y a sanction, ça peut aller très loin, et le législateur a fait évoluer les textes en ce sens. Alors, d'un côté, j'entends très bien ce que vous me dites, et je pense que les actions que vous menez au niveau de l'école, par exemple, au niveau des collèges, des lycées, etc., c'est très important, mais ça prend du temps, ça prend énormément de temps, et ce sont des gens qui ne sont pas directement concernés par la sécurité routière, même s'ils ont une petite influence sur leurs parents forcément, quelque part. Et de l'autre côté, on oppose peut-être, est-ce qu'on a un effectif suffisant de police et de gendarmerie justement pour arriver à juguler, si on peut, ou limiter le nombre de personnes qui circulent avec des stupéfiants, de l'alcoolémie, etc. Est-ce que les contrôles finalement sont suffisants ? Est-ce que les contrôles radars sont suffisants aussi, mobiles, on va dire, hein ? Et vous savez que vous en êtes de ce côté-là, je veux dire, comment... Alors il y a plusieurs questions. Alors, sur le nombre de contrôles, on pourrait toujours en faire plus, évidemment. Aujourd'hui, on essaie de les cibler de manière à ce que ça corresponde à des comportements qu'on voit. Donc le week-end, en nuit profonde, à certains moments, on voit que les usagers prennent plus de risques. Et donc évidemment, on essaie de contrôler sur certains créneaux horaires qui nous semblent opportuns. Et ensuite, il y a aussi une logique géographique d'essayer d'aller là où il y a les comportements les plus à risque, ou là aussi où on constate qu'il y a le plus d'accidents. Ça, c'est sur le volet contrôle. Et pour ça, effectivement, aujourd'hui, on peut toujours dire qu'on peut avoir plus d'effectifs, faire plus de contrôle, bien sûr. Mais aujourd'hui, en Martinique, tant côté gendarmerie que police nationale, on est dimensionné pour avoir une action qui est efficace et qui permet de contrôler et de marquer notre présence pour rappeler aux uns aux autres de respecter les règles. L'accidentologie se concentre surtout en fin de semaine et dans les soirées surtout. Oui, à partir du jeudi soir, on va dire, concrètement. Donc il y a beaucoup plus de risques de prendre le véhicule le week-end, même en n'ayant pas consommé d'alcool, parce qu'on risque de recevoir un véhicule en face qui aurait changé de voie sans le vouloir vraiment, juste par le biais de l'alcool. Le fait que la gendarmerie crée l'escadron départemental de contrôle des flux, on a bien compris que les gendarmes ont une grosse part dans la sécurité routière, avec leur contrôle évidemment, mais ils ont aussi maintenant le contrôle des flux. On pourrait peut-être expliquer un petit peu ce qu'est parce que finalement il y a une relation entre les stupéfiants, la consommation de stupéfiants et ce contrôle des flux finalement quelque part. On peut en parler un petit peu ? Tout à fait. Alors ça, c'est une réforme qui a été voulue au niveau national par le directeur général de la gendarmerie nationale en disant
les escadrons départementaux de sécurité routière, ils font de la sécurité routière, et c'est important, c'est une de leurs missions principales, faire du contrôle sur la route. Enfin, quand on voit un motocycliste gendarme, il fait partie d'un ancien EDSR, escadron départemental de sécurité routière. J'ai eu peur quand j'ai vu ça, parce que quand j'ai vu contrôle des flux, je me dis, oulala, ils vont laisser tomber la sécurité routière. Non. Alors, c'est pas l'enjeu, c'est pas du tout ça, c'est pas de dire que la sécurité routière n'est plus une priorité, parce qu'elle le reste. Mais ce qu'on dit, c'est que ces gendarmes qui sont sur les routes, qui savent contrôler, dont c'est le métier au quotidien, qui savent avec leur moto manœuvrer pour rattraper un véhicule en fuite, etc., ils ont aussi d'autres possibilités de faire. Et ils ont une autre utilité pour la gendarmerie, encore une fois, au niveau national, hein, y compris dans l'Hexagone. C'est pas une spécificité martiniquaise, et donc c'est pour ça que ce nom a été changé. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres points, mais là, je ne veux pas rentrer dans trop de détails administratifs, mais par exemple, les flux aériens ou les flux fluviaux ou maritimes, ils relèvent aussi de leurs compétences, EDSF, finalement. donc le contrôle des flux. C'est-à-dire que la sécurité routière mettait l'accent sur les flux routiers. En fait, il y a d'autres flux de mouvements qui sont aussi contrôlés par la gendarmerie et qui sont sous l'escarcelle de cet escadron départemental de contrôle des flux, d'où ce changement de nom. Mais il ne s'agit pas de dire que pour la gendarmerie nationale, la sécurité routière n'est plus un sujet, mais au contraire, c'est de dire on continue. Et d'ailleurs, on constate que le contrôle sur les routes, qui est parfois motivé par d'autres enjeux que la sécurité routière, parfois ça peut être d'essayer d'intercepter, etc. Il permet aussi cette action de dissuasion en montrant du bleu sur les routes, et donc d'arriver aussi à nos fins de contrôle, de répression quand il faut le faire, des contrevenants, tout en ayant parfois d'autres finalités quand on contrôle l'afflux que celui strictement des excès de vitesse, etc. Parfois il y a d'autres objectifs, mais on constate que quand on fait ça, ça impacte positivement le comportement des usagers. Alors, monsieur Philémon Perrault, monsieur le sous-préfet, Philémon Perrault, je vous regarde droit dans les yeux, là, ce soir, et je vous pose la question fatidique, fatale. Est-ce que les effectifs sont vraiment à la hauteur du défi en Martinique, de police et de gendarmerie sur le secteur de la sécurité routière, particulièrement? Encore une fois, aujourd'hui, je pense que on pourrait toujours se dire qu'on peut avoir plus d'effectifs. Si demain on en a, on saura les employer, c'est certain. Mais je pense que le sujet de l'accidentalité sur les routes en Martinique, aujourd'hui, n'est pas un sujet lié au manque d'effectifs pour le contrôler. Ça serait une réponse facile quelque part de se dire, bon, il y a une explosion du nombre d'accidents mortels parce que l'État s'est désengagé des contrôles, de la sécurité routière, il y a moins d'effectifs qui sont engagés là-dessus parce qu'il y a aussi d'autres problématiques de sécurité sur l'île. Mais je pense, en vous regardant dans les yeux, que ce n'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, on continue les contrôles, on les fait, on les cible de manière à les optimiser. Et si on a une augmentation des accidents, etc., c'est pas lié à un manque c'est pas lié à un manque ou un défaut de contrôle, c'est plutôt lié à des comportements qui sont de plus en plus dangereux. On en parlera peut-être. On va y revenir justement sur les comportements. Moi, je vais vous embêter un petit peu parce que le contrôle des flux est bien plus chronophage en fait que la police sur la route pour la sécurité routière. Du coup, les gendarmes, quand ils contrôlent et qui trouvent de la drogue, qui trouvent des armes, etc., passent beaucoup de temps dans les bureaux parce qu'il faut faire de l'administratif et du judiciaire derrière, et du coup on les voit moins sur les routes. Alors est-ce que ça n'a pas quand même une petite incidence sur le fait de ne pas voir les gendarmes plus sur les routes? Finalement, on se sent un peu tranquille. Donc, ça dépend du type de contrôle, c'est-à-dire, sans rentrer dans trop de détails, de toute façon les automobilistes le savent s'ils ont déjà été contrôlés par des gendarmes ou des policiers. On peut avoir un contrôle vitesse classique, avec un radar mobile, un contrôle lunette qui permet de savoir s'il y a un excès de vitesse. Et donc là, ce que vous dites, quelque part, on relève la plaque, on lui envoie la contravention. En procédure, c'est très court, donc il y a un côté très efficace. Et à l'inverse, il peut y avoir un contrôle qui consiste à arrêter le véhicule, vérifier l'assurance, les papiers, etc. Et là, potentiellement aussi, si le procureur de la République a délivré des réquisitions, ouvrir le coffre, faire passer un chien, constater si... La majorité des contrôles aujourd'hui en Martinique, c'est des contrôles qui ne sont pas sur réquisition judiciaire. C'est-à-dire qu'on fait parfois des opérations un peu coup de poing, avec forte visibilité, et où le procureur de la République a donné son accord pour qu'il puisse y avoir des fouilles de véhicules. Mais ces contrôles-là sont minoritaires par rapport à ceux qui sont des contrôles administratifs, qui sont des contrôles classiques routiers, donc soit vitesse, soit papier du véhicule, assurance, etc. Alors, on revient sur, avant de passer donc au comportement et à la façon peut-être de gérer cette partie-là, donc au niveau du grand public. Je reviens sur ma question de base quand même malgré tout. Je suis désolé d'insister un petit peu, mais on a vu que donc côté effectif, vous dites oui, si on a plus, tant mieux. Mais on fait avec ce qu'on a, parce qu'avec ce qu'on a, c'est suffisant et c'est pas la cause réelle de l'accidentologie en Martinique. Mais est-ce que la longueur des actions que vous menez, qui sont des actions, on va dire très ciblées sur un public évidemment
qui doit être sensibilisé, les jeunes en particulier. Est-ce que c'est suffisant pour justement alerter la population sur la réalité de ce que sont nos routes à partir du jeudi soir, on va dire, allez, à partir du vendredi pour être un peu plus correct, du vendredi au dimanche. Est-ce que des campagnes de sensibilisation beaucoup plus importantes ne seraient pas nécessaires justement pour pouvoir inverser cette tendance? Est-ce que les mères ne seraient pas touchées en parlant à leurs enfants? Est-ce que les grands-pères ne seraient pas touchés en parlant à leurs enfants également? Ça, tu reprends mon thème favori de passer par la famille et de dire aux jeunes, voilà, vous avez une motocross dans le garage. Comment se fait-il que quand on a 14 ans, on a une moto de cross dans le garage et que les parents laissent partir ce petit jeune sur la route et qu'il a toutes les chances de finir au cimetière, malheureusement. Mais je voudrais entendre le sous-préfet Philémon Perrault sur cette question de la communication de masse, on va dire, la communication sur le grand public, forte, puissante, qui dit maintenant stop, ça suffit, regardez, ça peut être des images chocs, ça peut être, voilà, comme on en a beaucoup, des images chocs aussi dans les médias, généralement. On a, d'une part, comme sur l'effectif, c'est certain, on peut toujours faire plus. Ça, je l'entends bien volontiers. Néanmoins, une fois qu'on a dit qu'on pouvait faire plus, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. L'an dernier, on a eu des campagnes qui ont été quand même assez travaillées sur les réseaux sociaux que vous aviez peut-être vu avec des clips qui avaient été faits que ça, qui avaient bien fonctionné, qu'on va essayer de republier que ça avec l'idée qu'ils avaient bien marché, ils avaient bien fonctionné, ils permettaient d'atteindre les jeunes, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était l'enjeu d'adapter nos formats aussi pour atteindre des classes d'âge qu'on n'atteint pas forcément quand on publie un article sur la prévention dans la presse classique. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, évidemment, cette année, on va continuer. Donc on a ce qu'on appelle un plan départemental d'action en sécurité routière, sur lequel on fait des appels à projets. Donc là, évidemment, c'est pas pour nous déresponsabiliser, bien au contraire. Nous, notre but, c'est qu'on ait le plus d'actions qui puissent être financées. Donc là, on a tous les porteurs de projets, et j'en profite pour faire notre pub sur le sujet, on finance tout type d'action en matière de sécurité routière, pour peu bien sûr qu'elles soient un peu sérieuses et un peu efficaces. Évidemment, on regarde ce qu'on finance tout de même, mais on est tout à fait ouvert, et à chaque fois qu'il y a des actions qui sont sérieuses, qui nous semblent efficaces, etc., on trouve les financements pour le faire. Donc nous, on va continuer de notre côté la communication sécurité routière telle qu'elle existe. Donc, on le fait sur les réseaux sociaux, on le fait au cinéma. Enfin, vous avez sûrement des campagnes qu'on fait qui méritent peut-être d'être rafraîchies effectivement régulièrement, mais on continue de les mener. Et puis à côté de ça, on essaie, avec des porteurs de projets sérieux, de continuer d'animer la politique de sensibilisation et d'éducation routière. Alors, Dany. C'est vrai qu'il y avait eu un 4x3 l'année dernière, qui était partout, donc pas qu'un 4x3, mais sur la sensibilisation pour changer les airbags défectueux. Oui. Elle était assez choc. On était obligé de passer devant, et c'est vrai que c'était assez choc. Et pour le coup, moi qui avais reçu le courrier, j'ai vite appelé le garagiste en suivant. Mais c'est vrai que ça marche. Ça fonctionne. La sensibilisation, en effet, est-ce qu'elle ne serait pas plus efficace que la punition, du coup, parce que on travaillerait plus en amont, et on sait que je crois que c'est fait, quand même. Comment ? Je crois que c'est fait, c'est ce que fait le cabinet. Mais on sait aussi que l'humain, quand il y a des règles strictes, essaye d'y échapper, exactement. Donc, s'il y a sensibilisation, c'est amené d'une façon plus pédagogue et pas dans un biais de restriction, où dans ce cas-là, on se dit, oui, c'est bon, on nous embête, on nous met ces règles-là, c'est bon, on passe à travers. Vous comprenez un petit peu là où je veux en venir ? Je suis pas sûr. Je disais tout à l'heure qu'on marchait sur nos deux jambes. Sensibilisation d'un côté et répression de l'autre. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans cette logique-là, que c'est pas parce qu'on fait de la prévention et de la sensibilisation qu'on a une logique bisounours et on contrôle plus à côté. Et de même, c'est pas parce que de temps en temps on prend un contrôle sur la route que ça veut dire que maintenant la politique de l'État en matière de sécurité routière, c'est juste d'aller contrôler les gens sans penser à côté de ça à des campagnes de communication, de sensibilisation, etc. Aujourd'hui, on mène les deux de front, et même très pratiquement, je veux dire, c'est pas les mêmes agents qui sont en charge du contrôle et de la sensibilisation, donc les deux c'est pas des vases communicants, on ne peut pas opposer les deux. C'est-à-dire que c'est pas le gendarme qu'on mettra sur un contrôle sur la route qui pourra pas aller faire de la sensibilisation à l'école. C'est pas comme ça que ça marche. Donc on peut tout à fait faire les deux. Et encore une fois, j'entends ce que vous nous dites sur le fait qu'il y a des communications qui fonctionnent mieux que d'autres, il y a des communications qui sont plus visibles que d'autres. Donc déjà, je suis heureux après 6 mois sur l'île d'entendre un peu ce qui vous semble avoir bien fonctionné, etc. Et évidemment, le but sur les retours qu'on a, et merci de nous les faire, c'est d'adapter notre communication de manière à ce que les messages soient clairs et percutants. Il ne s'agit pas de faire des campagnes choc nécessairement, mais c'est de faire en sorte que quand on le voit, on s'en souvienne. Et ensuite, de faire en sorte de trouver les vecteurs les plus à même de toucher nos publics, mais encore une fois avec une sensibilité particulière, parce qu'on a des publics de tous âges.
de tout niveau social, donc avec des habitudes en termes d'usage des médias, etc., qui ne sont pas les mêmes. Donc il faut aussi qu'on réussisse. C'est pas parce qu'on ne vous atteint pas vous qu'on n'atteint pas quelqu'un d'autre, et vice-versa, parce que lui on a réussi à l'atteindre qu'on arrivera à vous atteindre vous. Il faut aussi qu'on arrive, nous de notre côté, sans se diluer trop, à démultiplier et à se réinventer pour faire en sorte que les publics cibles, que ce soit en termes d'usagers de roues, de véhicules, etc., ou en termes de classe d'âge, ou encore une fois, sur des routes qu'on estime, des secteurs de Lille qu'on estime un peu plus accidentogènes que d'autres, réussir à les atteindre mieux. Et en fait, on voit tout de suite qu'on arrive dans des matrices un peu complexes, et il s'agit de cibler au mieux pour être le plus efficace, et ça, c'est un travail qu'on doit mener, et qu'on a déjà mené les années précédentes, et qu'on va continuer en 2026, je m'y engage. Alors justement, on parlait tout à l'heure d'appel à projet donc sur la sécurité routière. En 2025, vous aviez des thèmes qui sont les thèmes classiques, normalement pour la sécurité routière, je vais y arriver. Est-ce que 2026, vous avez lancé tout ça? Vous avez lancé de nouveaux appels pour justement avoir des partenaires dans ce domaine? J'ai un petit doute sur est-ce que c'est déjà publié sur le site pas internet encore de la préfecture. J'ai un petit doute, mais ce qui est certain, c'est que c'est lancé. Si ça ne l'a pas été, ça va être dans la semaine qui vient, et si ça l'a été, c'était il y a quelques jours. Il y a quelques jours, d'accord. Voilà, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. C'est que ce sera en quelques jours. On est en début d'année, on va ouvrir les appels à projets justement pour permettre aux associations, aux professionnels qui souhaitent être utiles sur la sécurité routière. Participer réellement en fait. Ouais, de pouvoir, en général, ils connaissent bien ce système, qui est un système encore une fois qui n'est pas spécifique à Martinique, qui existe dans tous les départements de France. Et donc on le renouvelle cette année. On a plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont sur la table pour pouvoir permettre ça. Et encore une fois, je le distingue des communications strictement étatiques qui correspondent à d'autres budgets, à d'autres moyens, à d'autres logiques. Et là, on a cette logique d'ouvrir par l'appel à projet aux différents acteurs qui peuvent chacun couvrir pour les uns la prévention sur les professionnels des transports qui ont une vulnérabilité particulière, d'autres pour plutôt cibler les personnes âgées qui commencent à être avec un déficit visuel et auditif et qui du coup en fait sont parfois des personnes plus à risque que d'autres sur la route. Donc on a comme ça des ciblages avec des associations qui sont plus expertes de telle catégorie ou de telle catégorie qui du coup se portent volontaires et qui nous montrent les projets qu'elles font et en fonction du service du projet et de son intérêt pour nous et au regard de l'accidentologie de l'île, on décide de les financer ou non. On a fait une réunion dans ce sens en début d'année à la préfecture pour justement que les appels à projets arrivent, puissent aboutir finalement, etc. Bon, de toute façon, on va y venir puisque définitivement, on va être obligé de faire la pause publicitaire pour pouvoir parler de ce qui nous intéresse tout de suite après. C'est la sensibilisation, bien sûr, sur les conduites addictives, l'alcool, les stupéfiants, et puis la sensibilisation des jeunes, puisque, encore une fois, ils payent un lourd tribut, particulièrement en moto, en deux roues, mais pas forcément, et il faut qu'on arrive à sensibiliser donc cette population. Si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire, puis on revient dans un instant pour vous dire un petit coucou et puis continuer cette spéciale sécurité routière. Merci encore, à tout de suite. Et là aussi, il faut mesurer quand on décide, après avoir pris 3 ou 4 verres, et en sachant pertinemment qu'on dépasse largement le taux autorisé dans le sang, d'alcool dans le sang, on prend des risques, on est sanctionné et ça a les mêmes impacts que ceux que je vous décrivais tout à l'heure sur la vie. On perd son permis, on ne peut plus conduire, on doit conduire avec des véhicules sans permis, on doit conduire avec des EAD, EAD, je ne sais plus ce que c'est l'acronyme, mais c'est en gentillement, vous savez, oui. On peut équiper son véhicule, mais enfin, tout ça a un coût financier qui est très important. Alors, et je ne sais pas si ils installent en Martinique. Oui, si on en fait, tout à fait. Ouais, on en fait. Et, parce que juste petite digression sur le sujet, mais une possibilité en peine alternative entre guillemets, c'est de pouvoir continuer à conduire, mais avec une obligation d'installer un EAD sur son véhicule. Sur son véhicule. Concrètement, que pour pouvoir conduire, pour pouvoir reprendre le volant, pour pouvoir démarrer tout simplement le véhicule. Exactement. On souffle dans une machine de manière à pouvoir redémarrer son véhicule. Et là aussi, c'est quand même très contraignant. Encore une fois, le coût, et c'est bien normal, il n'est pas. C'est pas payé par l'État, il est payé par le contrevenant, ce qui est logique. Par exemple, c'est obligatoire dans les bus, ça. Oui, voilà. Dans les bus, c'est parfaitement obligatoire. Et là, justement, je voulais vous parler je voulais vous poser une autre question qui me paraît peut-être sensée. Est-ce qu'on peut faire des comparatifs avec des départements en France hexagonale? Est-ce que la Martinique est largement au-dessus en termes de consommation d'alcool par rapport à des départements qu'on connaît? Vous avez des comparatifs vous-même, je suppose? Oui, bien sûr. Alors, en fait, il y a deux sujets dans votre question. Il y a celui plus généralement dans la population de la consommation d'alcool et de stupéfiants. Est-ce qu'on est sur des niveaux supérieurs ou inférieurs au reste de la population française hexagonale? La réponse est plutôt non en Martinique. Alors, on a toujours cette idée, Martinique, évidemment, il y a une production d'alcool locaux, etc. Mais en fait, quand on regarde la moyenne
des taux et puis l'âge moyen du premier verre, etc. On n'est pas sur, après c'est du déclaratif, vous me direz, mais on n'est pas sur des chiffres sensiblement différents des moyennes nationales, ça c'est le premier point. Et ensuite, sur l'alcool sur la route, le problème il est là aussi national. Je ne saurais pas vous dire, par rapport aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure, 75% d'alcool sur les accidents mortels. Je ne saurais pas vous dire si c'est au-dessus ou en dessous de la moyenne nationale, mais avant j'étais en Normandie, alors vous me direz, j'étais dans le Calvados, qui est un département qui a le nom d'un alcool. Donc, bien sûr. C'était à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité martiniquaise, mais là où j'insiste, c'est que même si le ratio est le même, le nombre de morts sur les routes en Martinique est devenu beaucoup plus élevé. C'est ça. Alors, concernant tu voulais parler, Vanny, vas-y. Oui, est-ce que parmi ces consommations de stupéfiants, alcool, etc., on retrouve des tranches d'âge particulières qui sont plus impactées? Oui, plus impactées, exactement. Nous, la tranche d'âge qu'on regarde le plus, parce qu'on estime que c'est la tranche d'âge la plus vulnérable, c'est les 18-34 ans. Alors qui représente en gros 15% de la population martiniquaise et qui représente plus de la moitié des morts sur les routes. Donc on sait que c'est une population à risque parce qu'il y a des comportements à risque sur ce qu'on se disait tout à l'heure, sur les deux roues, etc. Enfin, le profil type du mort sur la route en Martinique aujourd'hui, c'est un homme entre 18 et 34 ans et en fait souvent entre 18 et 25 à moto et sans casque. Et ayant consommé soit de l'alcool, soit du stup. Ça, vous faites ça, vous avez vraiment l'accident. Le profil type, on va dire presque, oui. Exactement. Et je dis ça encore une fois pas pour stigmatiser les hommes, etc. D'ailleurs, l'année dernière, c'était l'année record en nombre de femmes tuées sur la route. Mais voilà, on a quand même quelques tendances qu'on voit et on a le profil type qui émerge. Et donc oui, les jeunes hommes sur les routes prennent plus de risques et donc sont plus dangereux à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. On parlait aussi des sanctions, mais je vais vous embêter un petit peu parce que sur le recouvrement des sanctions. Donc quand vous avez une amende, tout le monde doit payer son amende. Et en fait, on s'aperçoit finalement que peu de gens payent des amendes puisque c'est 25% des amendes qui sont recouvrées. Donc ça fait vraiment peu. Donc est-ce que les gens, si on laisse faire ça, est-ce que les gens finalement se disent bon, je vais pas avoir d'amende à payer, donc je peux ne pas mettre ma ceinture, je peux rouler un petit peu plus vite. Je parle pas des délits routiers évidemment, je parle pas des grosses infractions, je parle des infractions normales comme le téléphone. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement là on a le plus de mal à être efficace, c'est sur les personnes qui sont complètement hors des clous. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la personne qui n'a pas de permis, dont la moto n'est pas déclarée, pas assurée, etc. C'est un peu la même chose là, c'est-à-dire que les personnes qu'on arrive le moins finalement, face auxquelles le pouvoir de coercition de l'État est le plus faible quelque part à certains égards, hein, pas surtout, mais sur le sujet spécifique des amendes, c'est probablement les personnes qui sont le plus en marge de la société, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de compte en banque, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas d'employeur, donc en fait c'est difficile d'aller saisir des sommes directement. Donc il est vrai que dans ces cas-là, parfois on se retrouve avec des grandes difficultés. C'est pour ça qu'on a aussi quand même d'autres manières d'arriver à nos fins. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on a la saisie administrative du véhicule, etc. De manière quand même à impacter la personne quand on sait que parfois on a des difficultés à recouvrer, mais non pas parce que l'État ne sait pas faire, c'est parce que parfois, objectivement, quand la personne n'a pas de compte en banque à son nom, elle n'a pas de salaire fixe, on n'a pas de son nom en tant que bénéficiaire de minima sociaux ou d'aide, etc. C'est compliqué d'aller ensuite la taper au portefeuille, alors qu'en fait son portefeuille, aux yeux de l'État, il n'existe pas vraiment. Il n'existe pas. Alors, quand on regarde le contrôle qui a eu lieu le mardi 13 janvier 2026, on voit qu'il y a eu 9 conduites sous usage de stupéfiants. Il y a eu 12 défauts de permis de conduire, 6 défauts d'assurance. On en parle peu, mais beaucoup de gens roulent sans assurance en Martinique. C'est une idée générale qui circule quand on discute. Beaucoup de gens n'ont pas d'assurance. 6 excès de vitesse, dont 2 avec rétention du permis de conduire, 1 non-port de ceinture, 1 non-port de casque, 4 plaques d'immatriculation non conformes et 24 défauts de contrôle technique. Il y a eu d'autres petites choses. En dehors de l'assurance, en dehors du défaut de permis de conduire, ça existe, on en a parlé un petit peu. Il y a aussi un autre phénomène qui remonte, qu'on entend souvent dans notre émission, c'est qu'on met de moins en moins la ceinture de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça ? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que remarquent les forces de l'ordre lors des contrôles. Alors, on le rappelle, dans les grands progrès sur l'histoire longue de la sécurité routière, il y a plein de choses évidemment, il y a le permis à points, il y a des meilleures normes de sécurité pour les véhicules, etc. Mais la ceinture de sécurité, elle a l'air de rien comme ça, mais elle a probablement sauvé plusieurs dizaines de milliers de vies à l'échelle de la France dans les dernières décennies, donc elle est absolument indispensable. Alors, peut-être qu'on trouve que c'est pas confortable, peut-être que ça sert à rien, etc. Mais il suffit de regarder à quoi ressemble un véhicule accidenté avec les impacts des crânes sur les pare-brises pour comprendre à quoi ça sert la ceinture. On peut rappeler même que dans 100% des cas des accidents en voiture, les personnes qui sont décédées en Martinique
ne portaient pas la ceinture de sécurité. C'est quand même terrible, c'est quand même incroyable, c'est une régression quasiment, je veux dire. C'est pas 20% ou 30%, c'est 100%. Je me souviens des premiers reportages sur l'arrivée de la ceinture de sécurité à l'INA, je vous rassure, j'étais pas là à l'époque, mais bon, j'étais là, mais j'étais petit. Mais oui, des gens qui disaient ah non, moi je mets pas la ceinture, j'ai peur de mourir dans ma voiture attachée sans pouvoir me détacher, etc., etc. Enfin, on est quand même loin de tout ça, on a bien compris maintenant que la ceinture de sécurité était obligatoire. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le sous-préfet? Je ne suis pas convaincu sur le sujet, mais vos auditeurs non plus, j'en suis certain. Mais oui, c'est indispensable. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, une statistique que je vous confirme, 100% des cas, les automobilistes ne portaient pas la ceinture. Et par ailleurs, en 2025, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas plus de morts en deux roues que par rapport à 2024, mais on a beaucoup plus de morts en voiture. C'est ça. On passe de 4 à 16. Donc, c'est énorme. J'ai pas le chiffre, enfin, on fait plus de 300% de décès, notamment parce que il y a des sujets de vitesse, de stup, tout ce qu'on vient de se dire, mais aussi ce comportement. Donc, message simple, hein, quand on est en moto, on met un casque, quand on est en voiture, on met une ceinture. Et déjà, si on fait ça, sur les 40 morts, là, on en sauve plus d'une quinzaine. Ce serait facile techniquement, presque pour les constructeurs, s'ils nous écoutent, on ne sait jamais. Donc on ne met pas la ceinture, le véhicule ne démarre pas. On y vient tout doucement. On y vient tout doucement parce que c'est vrai. Non, mais ça serait bien. On y vient tout doucement. Tout doucement, ça. En fait, je pense. Au lieu que ça sonne, en fait, ça Si vous parlez, il faut parler dans votre micro. Au lieu que ça sonne, en fait, le bip bip quand on n'a pas la ceinture, en fait, tant qu'on n'a pas attaché la ceinture, on ne peut pas démarrer. C'est pas mal ça. C'est une bonne idée, effectivement, Franck. Non, oui, c'est une bonne idée. Approche-toi, Franck. L'appel à projet est lancé. L'appel à projet est lancé, voilà, tout à fait. Vous avez des prototypes de véhicules martiniquais. Allez, on revient, si vous êtes d'accord, sur des choses qui fâchent un petit peu. Donc on a vu le problème du stupéfiant, on a vu le rôle de la gendarmerie en particulier, mais la police a son rôle aussi. Mais concernant l'alcool, j'ai envie d'utiliser un mot qui n'est pas bon, parce qu'on va me le reprocher de toute façon. Mais est-ce que c'est pas un petit peu endémique finalement quelque part? Est-ce que la configuration de l'île avec cet alcool que beaucoup aiment et qu'il faut apprécier avec modération sûrement, mais est-ce que cet alcool-là, en fait, en gros, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que les acteurs finalement, qui sont les vendeurs d'alcool en Martinique, les vendeurs, les distributeurs d'alcool, je pense aussi aux stations-service, sans qu'elles m'en veuillent trop, mais il m'arrive encore de voir des gens boire leur bière à 9h du matin avant de prendre leur voiture. Alors, si je peux juste me permettre, oui. Les stations-service, à partir d'une certaine heure, ne vendent plus d'alcool. Hein. Oui, voilà. On est d'accord. Il y a quand même des choses qui sont mises en place pour éviter, au mieux, en tout cas, les abus. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas forcément à jeun entre 9h et 22h. Tu peux être boulé, pour utiliser le mot local, boulé à 11h du matin parce que tu as bu 10 bières à la station-service. Comment vous impliquez finalement ces acteurs? Alors il y a des appels à projets, on a bien compris, hein, mais ça c'est des volontaires. Mais sur les gens qui sont directement liés à la potentialité de la vente de l'alcool, est-ce qu'il y a une action, je veux dire, est-ce que ça existe? Ça dépasse la question de la sécurité routière, c'est vraiment le logique aussi comportemental. Et donc là, on a aussi une action vraiment de lutte contre les conduites addictives, ce que vous évoquiez, stup-alcool. En Martinique, il y a un sujet, mais il y en a partout en France. Hein, vous savez, oui, on est bien d'accord. En Martinique, on produit du rhum. Dans le Bordelais, on produit du vin. Forcément. En Normandie, on est bien d'accord. C'est vrai que la question est presque idiote, mais c'est une question. Le sujet se pose, peut-être pas dans tous les départements de France, mais il se pose dans beaucoup d'entre eux. Donc je suis pas sûr que la Martinique. J'ai des potes qui vont me faire la tête demain, hein, c'est sûr. Hein, à cause de ma question. Mais sur le sujet du contrôle de la vente. Aujourd'hui, il y a des cadres nationaux qui s'imposent. Le préfet, il peut un peu faire varier localement à l'échelle du département les règles en matière de débit de boissons. Donc, on a des règles sur les bars, jusqu'à quelle heure ils peuvent ouvrir, jusqu'à quelle heure ils peuvent servir, etc. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on peut travailler si on estime qu'aujourd'hui, c'est par là qu'il y a des marges de manœuvre. Mais très honnêtement, l'idée que je m'en fais, c'est que ce serait un peu facile de se dire que si les gens conduisent sur la route parce qu'ils sont alcoolisés, c'est parce qu'on autorise la station-service à servir de l'alcool jusqu'à telle heure et pas telle heure, etc. Enfin, je pense qu'il y a quand même un sujet de responsabilisation individuelle qui doit passer par la sensibilisation. Et encore une fois, on y revient aussi la répression autant que de besoin. Et je ne pense pas en tout cas qu'il y a un biais culturel qui fasse que toute lutte contre la consommation excessive d'alcool soit perdue. Si c'était le cas, encore une fois, à l'échelle de la France dans son ensemble et de ses nombreux alcools produits, on aurait baissé les bras et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc on se rend compte finalement, on arrive sur un autre thème qu'on va aborder, le terme d'Ernard, mais
on se rend compte que finalement c'est bien le cumul des deux grands pôles finalement qu'on peut mettre en place véritablement, c'est-à-dire la communication, ou peut-être la répression d'abord, je ne sais pas, et la communication, ou l'inverse. Bon, on va marcher sur nos deux jambes, donc j'en prioriserai pas un par rapport à l'autre, parce que je pense que ce serait pas cohérent avec l'action qu'on mène. Encore une fois, nous aujourd'hui, c'est pas les vases communicants, c'est pas parce qu'on fait plus de contrôle, on fera moins de sensibilisation et vice versa. Donc je pense qu'on peut vraiment traiter les deux à égalité et sans vouloir absolument chercher le consensus. C'est pas ça. Hein. On assume quand on réprime, il y a aucune difficulté avec ça. Mais donc aujourd'hui, les deux fonctionnent à égalité, avec la même importance, avec des sujets de se renouveler dans les deux cas, avec des contrôles parfois qui doivent être ciblés différemment pour pouvoir aller davantage là où il y a des accidents, cibler davantage certains comportements à risque, et de même sur la sensibilisation et sur la communication, réussir à nous renouveler pour accrocher le conducteur, réussir à avoir son attention et réussir effectivement à avoir un impact sur lui, sur ses proches, sur sa famille, montrer que l'affaire de la sécurité routière, c'est vraiment l'affaire de tous. Exactement. Je vais vous parler des bornes électriques. Vous connaissez bien l'affaire des bornes électriques. Quand vous achetez une voiture électrique, on vous fournit généralement une borne par définition. Ça touche 80% de la population. C'est-à-dire que n'importe qui achète une voiture électrique aura une borne et va pouvoir installer sa borne. Sauf si vous habitez au 5e étage d'un immeuble, et ben là, vous ne pouvez pas installer de borne. On est d'accord ou pas? C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ce qui m'inquiète, ce qui me pose problème depuis le début, et je vous titille un peu depuis le départ, c'est comment toucher la personne qui, elle, n'est touchée par aucune action, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? N'est sensibilisée par aucun acteur potentiel, aucun appel à projet, etc., qui lui, on va dire, sirote son alcool, peu importe lequel, et prend sa voiture avec 2,5 grammes et fait et fait un accident dramatique. Lui n'a pas été touché forcément, il n'a pas été sensibilisé, et c'est malheureux, mais dans nos connaissances tous, je pense qu'on connaît des gens qui boivent trop et prennent leur voiture à n'importe quel moment. Et sur ce point, vous faites bien de finir comme ça en disant on en connaît tous. Nous, l'État, on prend notre part et c'est bien normal. Sur ces campagnes de communication, les acteurs associatifs le font. Chacun aussi doit être responsable de ses proches. On parlait de SAM à une époque, hein. On en parle peut-être un peu moins, mais j'ai vu qu'il revenait à la mode. Il faut un SAM, il faut qu'on sache dire à un ami avant qu'il rentre chez lui. Sur les SAM, justement, il y a des communications sur les SAM, il y a quelque chose qui est fait. Il y a des campagnes nationales, j'en ai vu une par hasard il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, effectivement. Mais sur ça aussi, il faut qu'on se dise tous. Est-ce qu'on a des campagnes en créole? Est-ce qu'on n'aurait pas des campagnes en créole? Je veux dire, voyez, pour sensibiliser vraiment le. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre certains parce que nos campagnes ne sont pas dans la bonne langue? Je suis pas sûr que. Enfin, on pourrait se dire ça, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui. J'en suis pas sûr non plus. Il y a quand même des actions en plus. Il y a quand même, je vais vous aider un petit peu. Il y a quand même des actions. Par exemple, notre monsieur moto, Daniel Montpola. Bien sûr qu'on reçoit régulièrement dans l'émission. Va dans les quartiers pour faire des actions auprès de certains jeunes en difficulté, on va dire, parce que c'est un peu ça aussi. Hein. Bien sûr. Et ou même en prison pour faire des actions pour quand ils vont sortir. Ce qui m'embête, Eric, dans ce discours, ce qui m'embête, si tu veux, c'est que le jeune, ok, on a compris, le jeune, il fait le con entre 18, même un peu moins, malheureusement, entre 15 et 25, on est presque tous un peu passés par là, en étant très honnête. Moi, ce qui me gêne, c'est le mec de 50 à 60 ans, d'accord, qui prend ses 2 grammes dans la journée et qui prend son pick-up et qui roule et qui défonce une voiture. Voilà, ça me gêne, parce que ce gars-là, il est conscient, il est responsable, normalement, hein, on est d'accord, il a le profil de quelqu'un qui réfléchit. Déjà, s'il a cet âge-là. Il a déjà été touché par la prévention, il a même eu des amis qui ont eu des accidents, même des amis alcooliques qui ont eu des accidents, qui ont été sanctionnés. Comment lui faire comprendre? Lui faire comprendre que stop, ça s'arrête, on ne peut plus maintenant prendre sa voiture et puis aller tuer une jeune femme ou un jeune enfant. Encore une fois, qui pourrait être sa propre famille d'ailleurs. Sur 55 ou 60 ans. Vous avez vu cette, excusez-moi, monsieur le sous-préfet, je vous coupe. Vous avez vu cette campagne en Angleterre qui a fait quelque chose de terrible. En fait, c'est des jeunes qui se promènent en voiture et puis qui voient un accident et le gars veut absolument filmer, donc il va filmer. Et puis en fait, dans l'accident, c'est sa mère. Voilà. Donc, qui était alcoolisée. Donc, voilà, il y a des campagnes chocs comme ça qui, ça fait réfléchir, quoi. On se dit dans les familles, mais mince, tu bois, il faut que tu arrêtes de conduire. Moi, je peux plus rester à côté de toi si tu bois. Encore une fois, pour reprendre l'exemple que vous donniez, d'une part, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était pas pour généraliser ou stigmatiser une partie de la population. Non plus, bien sûr. Les chiffres qu'on a, c'est ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure. Exactement. 15% de la population, plus de 50% des impliqués dans des accidents mortels. Bon, voilà. La grande majorité des conducteurs se tiennent correctement et heureusement. Aujourd'hui, l'homme de 55 ans qui décide de boire de l'alcool et de prendre des risques au volant, ce que je vous le disais tout à l'heure,
aujourd'hui, il va y avoir une responsabilité face à la justice, hein, une responsabilité judiciaire Bien sûr. engagée. Et concrètement, il peut aller en prison pour plusieurs années pour l'acte qu'il vient de faire. Donc, à un moment, certes, on ne peut pas tout faire, etc. Mais là, aujourd'hui, quand même, au niveau des textes de loi, on va quand même assez loin dans la responsabilité de chacun, en lui rappelant qu'on peut réprimer très Je fort. sais pas si je te laisse la parole, Vanille. Vas-y. C'était quoi ta question? Non, Vanille c'est sûr qu'il y a un fond un peu personnel. Mais comment dire, justement, vous disiez que que c'est l'exemple peut-être de la sanction qui va. Excusez-moi, changer de j'en choses. perds mes mots parce qu'il y a un Elle côté émue un émotion. petit peu. En effet, il y a une sanction qui va avec, qui doit servir de leçon et qui, je pense, pourrait servir d'exemple et de sensibilisation aux autres personnes de cette tranche d'âge ou de cette catégorie, on va dire. Sauf que le problème, c'est que, bah oui, il y a la théorie dans la sanction, mais la pratique n'est pas forcément la même. Et si jamais la pratique était la même, eh bien, faut le médiatiser. Il faut montrer que oui, il s'est passé ça. Voilà, eh ben, il a été puni à la hauteur de ses actes. Et malheureusement, en fait, pour être passé par là, C'est trop discret, tu veux dire? j'ai une journaliste qui est venue au procès de la personne qui m'a causé un accident. Et elle n'a pas pu écrire parce que la sanction était si petite, la sanction proposée, que ça aurait été risible dans le journal et que tout le monde se serait dit bah, allez, soyons fous, conduisons alcoolisés. Bon, c'est un autre sujet normalement. On Non, est mais d'accord, on va laisser répondre bien sûr au c'était en sous-préfet. Mais lien, c'est pour ça. il faudrait qu'on ait. Tu rentres dans le judiciaire aussi. On rentre dans le judiciaire, voilà. Il faudrait qu'on ait quelqu'un en contrepartie. Et d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet D'une prochaine émission, c'est sûr, Pas pour nous. Tout à fait, mais moi je vais pas prononcer malheureusement. La séparation des pouvoirs fait que Bien sûr. mais je peux pas en dire. Vous avez déjà beaucoup de domaines. Je vais arrêter là. Exactement, oui, pour le bien de tous. Mais par rapport à cet enjeu, vous avez raison. Par exemple, nous, ce qu'on pourrait faire, enfin là, j'y réfléchis en parlant, on verra ce qu'on en fait, mais on pourrait tout à fait faire de temps en temps, sur un week-end, le bilan des suspensions avec quelques exemples et se dire effectivement qu'il y a Monsieur Y, on ne mettrait pas les noms, oui, bien sûr. Monsieur Y qui a 26 ans pris avec 1,5 gramme d'alcool dans le sang, etc. Mais il y a aussi Monsieur X qui lui a 62 ans, enfin qui n'est peut-être pas effectivement la caricature qu'on a du chauffard sur la route. Vous avez raison, ça pourrait être intéressant aussi de sensibiliser que c'est l'affaire de tous et que ça concerne tout le monde et qu'on ne peut pas se dire à 60 ans on devient invincible et le sujet de l'alcoolisation volante n'est plus notre sujet. Alors, il nous reste 2 minutes, donc il faut absolument qu'on parle de la partie la plus difficile, on va dire, c'est la partie radar finalement quelque part. Donc on va pas refaire l'historique de ce qui s'est passé. Les radars ont été détruits, ok, d'accord. Quelques-uns fonctionnent encore, on va dire. On parle des radars toiles, bien sûr. Donc quelle est la politique de votre cabinet à ce sujet-là ? Vous allez les remettre sûrement en place. Je fais une exclue. Mais le préfet l'avait déjà un peu dévoilé annoncé, au mois de janvier, mais on a des radars qui seront installés dans les tout prochains jours en Martinique. On va les réinstaller progressivement. Donc, on en avait 44 à une époque. Enfin, vous me corrigez, mais c'est ça lors de Candor. Donc, on avait 44. Moi, j'avais 89, alors, mais je suis peut-être un peu trop très optimiste. La moitié, je ne sais pas où ils sont passés. Mais... c'est un mauvais chiffre. Mais donc, on en a, là, il nous en reste 2. Vous avez raison je ne sais pas si vous l'avez dit, mais là, on en a 2 aujourd'hui qui fonctionnent. On va en réinstaller progressivement. Ça prend un peu de temps et ça coûte un peu de sous. Il faut quand même l'avoir en tête. C'est une optique de radar, c'est quelque chose qui coûte très cher. Bien sûr. Et quand on la brûle, vraiment, d'une part, on met en danger tout le monde, parce qu'une des raisons pour lesquels on a une explosion des morts en 2025, c'est quand même le fait que les gens roulent plus vite. J'allais vous poser la question. S'ils roulent plus vite, pas que ça, mais comme on se disait, dans les enjeux comportementaux, 90% des accidents mortels sont liés à des problèmes de comportement. On s'est dit qu'il y a de l'alcool, il y a du stup, il y a aussi la vitesse. Et donc, s'il y a plus de vitesse aujourd'hui, ça, on a une augmentation des accidents mortels liés à la vitesse. C'est en partie, et même en large partie, lié au fait qu'il n'y ait plus de radars fonctionnels sur l'île, beaucoup moins de radars fonctionnels. Et donc, ceux qui brûlent les radars et qui les détruisent, d'une part, c'est votre argent, c'est vous en tant que contribuable qui êtes mis à contribution contre votre volonté parce qu'il va falloir le remplacer, c'est ce qu'on va faire, ça coûte de l'argent. Et d'autre part, ils mettent la vie de dizaines de personnes. Encore une fois, en un an, on fait plus 16 morts. Alors encore une fois, ils ne sont pas tous à la tête, mais on voit concrètement l'impact. Et par ailleurs, donc c'est important de le savoir, c'est que la situation des radars amène un impact réel sur le nombre d'accidents en tout cas, et peut-être même de blessés de mort. Et donc il faut mesurer l'irresponsabilité de ceux qui décident de détruire les radars. C'est ça l'impact financier, certes, mais quelque part l'enjeu financier est secondaire par rapport à l'enjeu principal, qui est celui de l'augmentation des morts sur la route. Et d'autre part, et j'en profite,
on est très attentif à nos radars et vous avez peut-être suivi qu'on avait interpellé des personnes en train de brûler des radars. Bien sûr. Je sais pas si vous avez vu, ils ont eu de la prison ferme. Bien sûr, les deux derniers, quoi. Enfin, les deux qui ont été arrêtés, bien sûr. Je ne commente encore une fois pas les décisions de justice, mais Bien moi, sûr, je bien pense sûr. quand même que c'est utile de montrer que c'est que là, il y a une sanction. C'est une pénale forme qui de est très communication, forte. là, quand même. Une bonne communication. Une sanction pénale qui est très forte. Bien sûr. Il y a des gens qui, monsieur tout le monde, qui a employé que ça, mais qui a décidé qu'aujourd'hui, les radars, c'était plus pour lui, qui a décidé d'en brûler un, il a interpellé, il va à cause, et il reste pendant. Il reste pendant un petit. Voilà, c'est ça. Donc, Il c'est faut pas... quand même mesurer ce que ça a un impact sur la vidéo. Donc, bon, je dis pas ça pour vos éditeurs, parce que je pense pas que ce soit. Vous connaissez les détracteurs des radars, donc je vais vous poser la question je vais faire l'avocat du diable, on va dire quelque part. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même malgré tout une surdose de ces radars, et en tout cas des lieux où ils n'étaient pas forcément justifiés? Est-ce qu'il n'y aurait pas une répartition à faire meilleure? Alors là, franchement, je vous pose une question que personne n'osera vous poser peut-être, mais est-ce qu'il n'y en avait pas qui étaient un peu économiques, on va dire, un peu financiers, et puis d'autres qui étaient placés vraiment au bon endroit pour éviter vous faire baisser l'accidentologie? La question, c'est est-ce que vous avez des exemples de radars superfétatoires qui sont à des endroits où ils flashent tout le temps, mais c'est des endroits pas du tout accidentogènes? Parce que moi, j'en connais pas, et pour une raison très simple, c'est que quand on installe des radars, et ici, quand on en réinstalle, quand on remplace, on regarde la carte, on regarde là où il y a le plus d'accidents et on se dit c'est ici qu'on va en mettre. Telle route départementale, elle est dangereuse. Donc c'est là qu'on va l'installer et c'est comme ça qu'on fait. C'est pas en se disant là il y a tout le temps des infractions donc ici l'État va gagner plein d'argent avec ça. Non, on regarde de l'accidentologie. On se dit là il y a un danger et donc s'il y a un danger, le but c'est de ralentir l'automobiliste et pour ça on met un radar. On peut avoir une notion donc du nombre de radars qui vont être réinstallés ou pas? Là, on n'a pas encore complètement arrêté la chose. Ça va dépendre un petit peu de comment ça se passe sur les premiers. Mais là, la semaine prochaine, on va en réinstaller 6. Et on va comme ça graduellement en réinstaller dans les semaines et les mois qui viennent. Au fur et à mesure. Donc c'est un bon avertissement à la population. Reprenez vos règles de base. Conduisez à 90 km/h maximum quand c'est 90 et 70 quand c'est 70 et surtout 30 et 50. Alors nous qui faisons un peu de sport, les zones 30, il y a beaucoup de gens qui oublient, ça savent pas ce que c'est. Hein. Un peu de sport. Oui, on fait quand même. À nos moutons. Donc on a un bon exemple pour l'émission le est finie là, tu sais, enfin pas l'émission mais la période. Radar, c'est le 14 mars, il y a eu un accident sur une 3 voies à Sainte-Luce. Oui. Il y avait un radar à cet endroit-là, donc il n'y est plus. Voilà. Le radar n'y était plus et il y a eu un accident, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Donc là, on peut le lier directement en fait. C'est pour ça que je pense que, je ne sais pas si je parlerai d'avertissement sur les radars. Je dirais plutôt, l'État vous protège davantage sur les routes en réinstallant ces radars et en faisant en sorte que dans les endroits où il y avait le plus d'excès de vitesse, on essaie de les réduire, encore une fois, dans l'intérêt de tous. Donc nous, on n'est pas là pour avertir. Enfin, le but n'est pas un but absolument répressif. Le but, c'est un but de sécurité routière. Et pour faire ça, on réinstalle les radars pour que les comportements des automobilistes changent pour faire en sorte de sauver des vies. Pour finir sur une note positive, donc comment vous voyez les choses dans les semaines qui viennent, en dehors de la répression, en dehors de ce qu'on s'est dit, quelles sont les actions positives, au moins une peut-être, que vous mettez en place, qui vous semble impératif pour faire changer les comportements? Peut-être ça me semble important. Je vais plutôt parler, on a parlé derrière, je vais plutôt parler de l'aspect prévention et sensibilisation. On a en Martinique, et c'est peu connu, donc je lis, un réseau assez actif et très important d'intervenants départementaux en sécurité routière. On en a près d'une trentaine sur l'île, ce qui est beaucoup pour un département de 350 000 habitants, et qui sont très actifs. Alors là, notre rôle, nous, préfecture, c'est de faire en sorte d'orienter, d'accompagner, de faire en sorte qu'ils puissent avoir le matériel nécessaire, qu'ils puissent avoir les contacts, etc. Donc ça, c'est notre rôle. Et donc, le but, c'est d'animer ces réseaux des IDSR, les intervenants départementaux en sécurité routière, pour faire en sorte de poursuivre les actions. Et on a fait une réunion il y a 2 ou 3 semaines maintenant sur le sujet. Tout à fait. Et moi, j'ai constaté, c'était la première fois qu'on se voyait depuis que j'étais là, à la fois la bénévolence, le volontarisme de ces IDSR, et puis leur engagement, leur bon niveau, leur bonne connaissance du sujet, leur engagement, leur professionnalisme sur une activité qui est une activité bénévole. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et je pense qu'en la matière, on a un bon réseau sur lequel s'appuyer pour être efficace en matière de sécurité routière dans les semaines et les mois qui viennent. Eh bien, nous recevions monsieur le sous-préfet Philémon Perrault, qui est en charge de la coordination donc, des services de la sécurité en Martinique, en particulier de la sécurité civile et routière. C'est pour ça que vous étiez là ce soir. On a été charmés de vous recevoir. Maintenant, vous avez 2 solutions. Soit vous restez avec nous pour les 20 prochaines minutes, soit vous vous en allez parce que vous avez sans doute une charge importante. Donc, c'est vous qui allez décider. On vous remercie en tout cas d'être là et de votre franchise.
puisque vous avez répondu avec aplomb à nos questions difficiles. C'est votre métier. Vous m'avez pas ménagé. Mais c'était avec grand plaisir. Et encore une fois, c'est important qu'on puisse avoir ces échanges. Donc, merci d'avoir pris cette initiative de m'inviter. Et puis merci aussi à vos auditeurs de s'intéresser à ce sujet important qui est celui de la sécurité routière. Et encore une fois, c'est l'affaire de tous. Ils sont nombreux et je suis certain qu'ils seront encore un peu plus nombreux derrière cette émission. On fait une petite pause publicitaire et on se tourne vers Franck et Malika, qui ont été très discrets, ils ont été sympas, mais ils auraient pu poser des questions, mais tant pis, on verra ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. On va régler votre compte dans un instant. On Merci écoutait encore, religieusement. monsieur le sous-préfet, merci encore. Et puis donc, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. À tout de suite. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission Pare-Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, consacrée au secteur de l'automobile, le secteur moto et toutes les nouvelles mobilités. Pour toute la saison 2026, vous le savez, nous sommes installés au studio, nous avons installé notre studio au restaurant Bar à Tapas, la terrasse FWI. Nous sommes immeuble Galerie Lafayette, 10 rue Victor Schœlcher, à Fort-de-France. Allez, on peut dire juste à côté de la cathédrale de notre belle capitale. Venez goûter ce restaurant qui est vraiment sympa et puis le lieu est juste magique. Dans la journée, on a les paquebots en face, on a la cathédrale, c'est juste merveilleux. C'est un lieu mythique pour moi, vraiment, véritablement. Allez, cette émission était une émission spéciale sur la sécurité routière. On a reçu donc notre sous-préfet Philémon Perrault pendant 2 fois 20 minutes et on a eu beaucoup d'informations, tant mieux. Et on avait promis en début d'émission de se retrouver un petit peu après avec Malika Suez Panam Bouton, manager d'Ecotaxi 972. Alors vous rentrez pile poil. Alors bien sûr, elle est accompagnée de son gérant qui est Franck Ardel. Merci d'être là, Franck. Bonsoir à vous. Et Bonsoir. Vous êtes pile poil dans notre ligne éditoriale, on va dire, quelque part. Parce que sur GT5, on parle beaucoup de nouvelles mobilités, de transition énergétique, on parle de la planète, on parle de la Martinique, bien sûr, et de son écosystème fragile et fragilisé par le nombre de véhicules, même si on est pro-automobile, à quelque part. Mais on aime bien cette transition énergétique pour justement préserver un petit peu la planète. Et puis, on découvre, quand on va vous voir, donc c'est Eric Rouget qui vous invite, mais quand on va voir un petit peu le site, qu'on se balade un petit peu, on se rend compte de qui vous êtes vraiment. Donc, vous êtes spécialisé dans les excursions en véhicules électriques en centre-ville de Fort-de-France. D'abord, c'est là que vous êtes né peut-être, à Fort-de-France. Tout à fait. Voilà. Mais on s'est dit, ok, c'est des gars qui ont trouvé le bon truc. Ils font des balades en voiture. Bon, à l'électrique, pourquoi pas. Voilà. Puis quand on gratte un peu, on se rend compte que non, ce sont des vraies navettes écologiques pour celles qui vont dans le sud ou dans le nord de la Martinique. Que c'est une nouvelle offre finalement, à la fois pour les locaux et pour les touristes, bien sûr, en pleine saison. Mais ça permet de redécouvrir la Martinique d'une autre manière en la préservant. A priori, c'est ça le fond de votre idée. Et donc, on va voir que ce projet, parce qu'on en a parlé un petit peu en off, n'a pas été aussi simple à mettre en place en Martinique, parce que finalement, les autorités, comme les pouvoirs financiers, on va dire, les gens qui ont les ficelles, n'ont pas forcément réagi très vite à cette idée très positive, et même donc avant-gardiste. Alors, Malika et Franck, qui prend la parole? Il faut nous raconter, c'est quoi Ecotaxi 972? C'est quoi cette idée? Franck, Malika, laisse la parole. Merci Malika. Alors la société Ecotaxi a été créée en 2014. D'accord. Donc c'est pas né de la première pluie. Voilà, déjà 12 ans. 12 ans. Voilà. Donc vraiment ça a été banal. C'est en regardant un film On Back avec des chorégraphies, avec des tricycles électriques, tout ça. Donc non, pas électriques, des tricycles tout court. Et donc l'idée m'est venue là. D'accord. Déjà. Voilà. Et, alors le fond de l'idée, parce qu'on voudrait comprendre, le fond de l'idée c'était quoi? Parce que c'était tout de suite de l'électrique, on est d'accord? Exactement. Tout à fait, dès le départ, c'était il y a 12 ans. Exactement. Mais on a le premier utilisateur, fabricant, pas fabricant, mais distributeur d'électrique ou quoi? Exactement. Voilà. Sérieux? Ouais, c'est un projet innovant. Mais tu étais seul quand tu as créé ton projet? Tu étais seul? Tout seul, dans mon coin, et puis je l'ai imaginé. D'accord. Et il n'y avait personne autour de toi? Il n'y avait pas de concurrent? Il n'y avait pas... un concurrent qui est arrivé une semaine après. D'accord. Okay. Donc c'était tout neuf en fait. Tout neuf. Donc le fond la philosophie du projet, c'était quoi concrètement alors? L'idée de base quoi? Alors au fait, c'était pour offrir aux locaux un moyen de déplacement et tout dans la ville de Fort-de-France pour leurs achats, tout ça, pour éviter effectivement comment dirais-je, les embouteillages, les embouteillages, tout ça, et les parkings payants. Pour faciliter. Voilà, exactement.
Alors, comment ça marche? Alors, comment on fait pour utiliser Ecotaxi 972? D'abord, est-ce que c'est vraiment un taxi? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut appeler pour dire, bah, tiens, je suis à Schœlcher, il faut que j'aille à Fort-de-France? Est-ce que vous venez me chercher? Non, ce n'est pas exactement ça. C'est Au pas fait, exactement ça, d'accord. Parce que nous, on ne va pas, au fait, comment dirais-je, On reste en fait dans la ville de Fort-de-France. D'accord. C'est-à-dire qu'on a quand même des voiturettes. On reste dans le centre-ville. Vous restez dans le centre-ville. Alors, c'est quoi ces voiturettes? Alors, on peut essayer de comprendre. La voiturette, elle a combien de places déjà? Est-ce que c'est des 2 places, des 4 places, des 6 places? Comment ça marche? Ce sont des 6 places, Des 6 chauffeur places. compris. D'accord. Couverte? Ouvertes Ouverte? Et D'accord. jaune. et jaunes. Jaune. On les a vus. On fait comme si on les connaissait pas, mais on les a vus déjà. Bien sûr. On les voit passer partout dans la ville de Fort-de-France. Bien Vous ne sûr. pouvez pas les manquer. Alors, qu'est-ce qui se passe donc, quand on prend un taxi? On le commande à l'avance? Comment ça se passe? On tombe dessus et puis on prend le taxi parce qu'on est en groupe? Comment ça marche? Vous avez les 2 propositions. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui nous appellent parce que elles ont besoin d'avoir ce service. Ok. Et vous avez des personnes qui vont nous voir passer dans la ville et qui vont sur le tas, là, comme ça. Ils vont sauter sur la voiture, en fait. Exactement. Sur la possibilité Et puis les de la prendre. commerçants qui nous voient passer aussi. Alors, ça veut dire que les touristes Ils en vont nous particulier, recommander. les touristes en particulier aussi, ceux qui sortent des bateaux par exemple, Alors, ou- les touristes qui sortent des bateaux, oui. Les touristes qui sont en vacances en Martinique aussi. Les locaux, alors moi j'insiste dessus parce que souvent on nous dit oui, c'est que pour les touristes. Eh ben non. Mais non. Non, c'est- Parce qu'on est tellement pris dans le quotidien aussi, on ne regarde pas où on va, on est persuadé, oui, on connaît notre histoire et tout, mais ça reste aussi une offre qu'on propose régulièrement aux locaux. Et on insiste là-dessus quand on les rencontre, que c'est aussi pour eux. Quand on habite quelque part, c'est nous qui connaissons le moins le lieu, en fait, souvent. Tout à fait. C'est souvent comme ça, Exactement. parce qu'on dit on a le temps, on ira visiter plus tard. Exactement. Et en fait, on n'a pas le temps, on marche à pied, mais on ne regarde pas. On passe en voiture, on ne regarde toujours pas. Et C'est là, vrai. c'est vraiment le temps, en fait, c'est vraiment ça, c'est prendre le temps de redécouvrir ou de redécouvrir, Puis avoir les explications aussi, parce que exact, ce sont c'est des guides pas- qui conduisent, c'est pas juste des chauffeurs quand même. On qui est conduisent. d'accord. On est d'accord. Donc, c'est avoir les explications sur l'histoire de la vie. C'est une excursion guidée qui est à la fois historique et culturelle. Donc c'est des circuits en fait, circuit de centre-ville, on est d'accord. Hein, donc vous allez voir quoi quand vous faites un circuit en centre-ville par exemple, pour connaître le. Les monuments les plus emblématiques, D'accord. Donc Bibliothèque Schœlcher par exemple, par exemple. ça commence comme ça sûrement. Beaucoup de personnes ne savent pas que la savane, par exemple, c'était le jardin des rois, Oui, où on faisait des expériences botaniques. d'accord. Avec ça. Donc, tout ça, là il y a des arrêts, c'est ça? Il y a des arrêts, Oui, puis vous tout à expliquez. Tout ce à qu'il en est. fait. Tous les véhicules sont adaptés aux personnes à mobilité réduite aussi. D'accord. C'est assez Alors important. c'est quoi les véhicules d'ailleurs? C'est quoi comme véhicule? On peut en C'est parler? des voiturettes de golf électriques. De golf électrique, d'accord. Il y a une marque particulière, non? Ou c'est. Non, il n'y a pas de marque. Ouais, particulière, voilà. non. Il y a une autonomie. C'est il le y a- fournisseur. vous avez quoi comme autonomie avec ce 100 véhicule? km 100. par véhicule. Par véhicule. Ouais, donc c'est des véhicules de centre-ville qui doivent rester au centre-ville par définition. Vous n'avez pas que cela, non? Vous avez aussi des 4 roues, mais vous avez des 3 roues, il me semble. aussi. Tricycle, Exactement, là. les tricycles. J'ai commencé avec les tricycles tout d'abord. Et bon, il s'est passé ce qui s'est passé en 2021. Et puis après, les véhicules électriques sont arrivés. Alors, je regarde transport public. Donc, vous faites du transport public par définition. Et je vois tout type de déplacement, voyageurs sanitaires, dialysés, hôpitaux, docteurs, cliniques médicales, funérailles, personnes à mobilité réduite. C'est peut-être pas encore en route, ça, non? Je sais pas, je pose la question. Hein. D'accord, ok. Pour le transport des malades, c'est moi. D'accord, c'est autre chose en fait. Oui, là, c'est autre chose. D'accord, c'est autre chose. Bon, j'ai fait une confusion en fait. J'ai confusé les deux. Ça se dit pas, Parce que mais c'est aussi, pas grave. je fais la randonnée aussi en Martinique, avec des petits coins et tout assez sympathiques. Tu veux continuer ou je continue? Oh, tu peux continuer. ça Non, va. alors, Ah oui, moi j'ai une question quand Oui. même. Moi j'aime beaucoup. Il y a eu Armada il y a pas longtemps pour ceux qui aiment les graphes, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un parcours où on fait le tour un petit peu de tous les nouveaux graphes dans Fort-de-France? Parce qu'il y en a pas mal, c'est très beau. Il y a des bons artistes locaux et internationaux qui viennent faire ça. Donc, Et on ne est-ce connaît qu'on pas peut tout le temps imaginer leur ça? localisation. Oui, on ne connaît pas tout le temps. On en voit quelques-uns en passant, mais Au fait, c'est un projet. c'est un projet. C'est un projet. Ah, je vous ai grillé, Et- pardon, je suis désolé, voilà.
Voilà. Faut pas le dire. On non, va- ouais, Non, oui. mais non, mais En avant-première Voilà, en sur avant-première. GT Mag. Ceux qui veulent Là, tu as regarder les droit graphes, à ton voilà. premier jingle. Pour Oui, ceux qui Eric, veulent voir fallait les pas en graphes parler. en Fort-de-France, bientôt, vous aurez Ecotaxi qui pourra vous montrer tout ça. Ouais, voilà. Maintenant, Exact. on peut le dire. Je remets, parce que franchement, c'est légèrement mauvais ce C'est coup-là. gentil, c'est gentil, Jean-Marc. Merci, Jean-Marc. J'ai rebondi, mais bon. Alors, Oui, c'est un projet qu'on met en place. Alors, plus concrètement, allez, on a des auditrices et des auditeurs qui sont ravis de savoir qui vous êtes, parce qu'ils ne vous connaissent peut-être pas encore, ils ont peut-être vu passer les taxis jaunes, etc. Concrètement, si je suis à Fort-de-France et que j'ai besoin de me déplacer à Dillon, par exemple, est-ce que je peux faire appel à vous? Est-ce que je peux vous faire un signe et vous dire, bah voilà, je me déplace seul, mais je vais à Dillon, est-ce que vous pouvez m'emmener? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce qu'il faut être plusieurs? Absolument, parce que vous avez des véhicules 6 places, a priori. Est-ce qu'il faut être absolument en groupe pour pouvoir prendre le taxi? Est-ce que c'est vraiment du loisir, en fait, et pas vraiment autre chose pour le moment? Ça peut évoluer. Alors, donc là, pour le moment, nous attendons effectivement un peu de soutien et tout des Ouais. autorités là-dessus, parce que D'accord. vraiment, on peut fonctionner particulièrement pendant la saison touristique où il y a les bateaux. D'accord. Et là, il n'y a aucun souci pour transporter du monde à Dillon. ou Puis vous faites peu le plein, en importe, fait, c'est vous faites le plein. grand plateau de Fort-de-France, D'accord. tout ça. Il n'y a aucun souci. Même pour une personne, on peut l'emmener. Mais vraiment pendant la saison touristique où on D'accord. sort, puisque là, comme je dis, je prends des gens en contrat, en immersion et autres pour cette période-là. Parce D'accord. qu'en période, au fait, là, c'est un petit peu plus mort, où vraiment, je peux répondre vraiment à des réservations où il y a beaucoup de monde. D'accord. Voilà. Ok. Il y a plus de monde. Et c'est quoi le projet final, finalement, alors? Qu'est-ce que c'est? C'est de se développer sur d'autres bourgs? C'est-à-dire, là, vous avez fait Fort-de-France, mais est-ce que vous voulez faire la même chose, reproduire, en fait, au fur et à mesure? Tout à fait. Oui, C'est ça l'idée? Oui, c'est l'idée. Ouais. C'est encore un projet Oui? et tout qu'on met en place là en ce moment. Je peux D'accord. vous donner une petite idée encore Oui. en projet si vous voulez. J'en ai encore. On le refait, parce que là, franchement... Alors, Il ce dépasse tout. projet, j'ai déjà une autorisation de plusieurs communes de la Martinique, déjà depuis quelques années, et c'est le soutien qu'on attend toujours. Alors parlons-en justement de ce soutien, parce qu'au départ, on en a parlé un petit peu en off, il n'y a rien d'indiscret, mais quand tu as lancé ton projet, les banques par exemple ont été plutôt aux abonnés absents a priori, Tout à fait, le projet pour eux n'était pas viable on a dit. n'était Hein. pas viable. Ouais. Donc ça fait Donc, 12 ans quand même qu'il est viable. Ouais, Ça fait Il faut le répéter Voilà, à exactement. la banque. Félicitations. Exactement, merci. C'est peut-être la banque qui n'était pas viable en fait, complètement. C'est pas arrivé ça. Je suis encore donc. Ça va. Il n'est pas Pourquoi rancunier. Il n'est pas rancunier, Franck, hein, c'est vrai. Voilà. Exactement, je suis pas rancunier. Alors les projets d'avenir, c'est quoi? Donc racheter des véhicules par exemple, ou changer de type de service aussi? Est-ce qu'il y a d'autres services qui peuvent arriver? Alors ceux qu'on a un peu évoqués, mais il n'y en a pas d'autres qui te paraissent impératifs aujourd'hui dans les nouvelles mobilités. Je pense à un en particulier qu'on n'a pas ici aux Antilles, en particulier en Martinique, c'est la location de trottinettes qu'on voit partout dans le monde. Moi qui voyage un peu, partout je prends des trottinettes et il n'y a qu'en Martinique je ne peux pas en prendre. La configuration de l'île est un peu particulière, c'est vrai. Encore, j'ai une idée. Tu peux faire de Voilà. jingle pour toi si Tu peux l'appuyer hein, si tu veux. Oui, là, tout est- Ouais, là, pour ce qui est de la trottinette, là, vraiment, c'est particulier. C'est vraiment particulier d'installer. Il n'y a pas de structure vraiment pour Si vous voulez parler, vous pouvez installer parler, hein. les trottinettes et tout ici. Et vraiment, je veux dire que le plateau de Fort-de-France n'est pas assez grand D'accord, pour pouvoir prendre des trottinettes, d'accord. éventuellement. Mani, tu voulais poser une question? Non, en fait, on a un de nos invités qui n'a pas de micro qui disait aussi que c'est la topographie de la Martinique qui permet pas d'avoir de trottinette. Ouais. Le côté pas assez grand, pour le coup, je sais pas, je pense que ça amuserait, ça ferait quand même gagner du temps. Je sais pas, je pense que sur ce point-là, ça Problème de pourrait législation peut-être aussi, peut-être. fonctionner. Après, il y a une chose dont je voudrais parler aussi, c'est que vous avez des conducteurs, évidemment, pour chaque véhicule, mais vous avez aussi des stagiaires. Et ces stagiaires donc, font partie dans leur formation sur le tourisme, donc vous les intégrez dans vos visites, etc. Donc je trouve que c'est bien que vous participiez à la formation des jeunes aussi, qui vont expliquer ce qu'est leur île et la connaissance de leur île. L'accueil. Donc encore une fois, Tout bravo. à fait. Oui, pour C'est l'accueil, important. c'est important et tout, parce que le tourisme et tout, on est dans la Caraïbe et la concurrence aux alentours est très, 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 très chaude. Alors, Ecotaxi 972, vous pouvez les appeler sur WhatsApp au 06 96 82 56 36.
D'accord. Exactement. C'est ecotaxi972@gmail.com. On peut vous suivre donc sur Instagram et sur Facebook. Instagram, Facebook, Vous avez une belle page Facebook TikTok. qui fonctionne et tout. Malika, votre rôle dans la société, du coup, alors? Alors moi, je suis la manager de l'équipe. D'accord. Donc mon rôle est... Alors, vous êtes combien dans la société, finalement? On est 7, quelque chose comme ça. Il y a combien de C'est ça. véhicules? Il y a combien de véhicules, en On fait? a 6. Il y en a 6. Il y en Donc, a il y a six. forcément 6 chauffeurs, je pense. Voilà, exactement. Donc mon rôle, donc je suis moi chargée de l'accueil et de la promotion des excursions. D'accord. Voilà, donc je parle tout le temps. D'accord. Voilà, j'accueille. Normal. Elle a quand même conduit aussi. Hein. Et ça m'arrive effectivement. Alors moi, c'est important pour moi quand même de pouvoir justement être en capacité de pouvoir réaliser des excursions aussi, pour pouvoir être en mesure de mieux en parler. Bien sûr. En fait. Donc j'en fais aussi. Bah, c'est Donc je suis peut-être moins, comment dirais-je, allez, je vais dire que je l'ai fait différemment de mes collègues. Oui, Moins c'est ça. Voilà. solaire, peut-être. Non, je pense que chacun, Original. on a notre patte. Malika On a est notre originale. patte, on a notre personnalité et tout qu'on met dans l'excursion. Donc, je pense que j'ai la mienne, qui n'est pas celle de mes autres collègues, tout simplement. Donc, voilà. Et je suis chargée de fluidifier, en fait, l'activité. Donc, une fois que les clients, ils arrivent, on les dispatche. On dispatche sur les différentes. Voilà. Et donc, il y a un vrai intérêt pour les touristes pour les véhicules électriques? Ah oui. Vraiment? Vous Ah sentez oui, une oui, oui. sensibilisation? Une sensibilisation, oui, et puis aussi dans l'idée de faire une expérience qui va être un peu différente que d'être Ouais. dans une voiture fermée, Ouais, en d'accord. fait. Voilà. Bon. Et nous, l'avantage est qu'on peut se faufiler Puis partout. on peut parler Oui. avec le client facilement. Il n'y a pas de bruit, c'est ouvert. Donc, Il y a du bruit parce qu'on est quand même à l'extérieur, mais ça reste on est quand même en proximité et que c'est convivial. C'est ça. C'est convivial, c'est Ça roule très pas vite, en fait. Vous roulez interactif. pas vite, en fait. Non, du tout, l'objectif, on c'est n'a pas le rouler droit. vite. Bien sûr. Bah, Déjà, on oui. est non. censé parler de sécurité. Bien Alors sûr. c'est très important, je vais appuyer là-dessus, de respecter on respecte la limitation de vitesse et Le le code de la port des route. ceintures de sécurité aussi. Bien sûr, ça paraît Donc nous, logique. c'est des premières choses quand on installe nos clients, ça fait partie de ce qu'on leur demande de faire. Allez, essayez Ecotaxi, hein, pourquoi pas. Hein. Donc 06 Avec grand 96 plaisir. voilà, 82 56 36. On viendra vous voir pour faire un petit reportage. On va essayer de partir avec vous en voiture et puis on Mais ira jusqu'à Sainte-Anne. Franck. Jusqu'à cette stade. Il y a moins de 100 kilomètres. Il y a moins de 100 km. Bon, On super. prendra du temps avant d'arriver à cette stade quand même. Il est prêt. Merci Malika et Franck en tout cas. Allez, nous étions ravis de vous Merci. retrouver pour cette nouvelle émission Par Choc, comme tous les vendredis soirs à 19h. Donc on vous remercie beaucoup de votre participation parce que vous, auditrices, auditeurs, vous faites la force de cette émission. Merci à nos partenaires Crédit Moderne Nautique Guyane, merci à API Martinique, le spécialiste des pièces détachées bien sûr, Speedy Martinique que vous connaissez, vos centres de réparation automobile et bien sûr le restaurant, la terrasse FWI, je vais y arriver. De quoi je voulais parler aussi? Eh bien, de remerciements, bien sûr. Merci à monsieur le sous-préfet Philémon Perrault, merci à la préfecture de Martinique, merci à Éric Rouget et Vanille Lumouliac, sans qui cette émission n'aurait pas été possible non plus. À vendredi prochain, 18h, sur gtmac.fr et sur Pare-Choc l'émission. Écoutez, vous retrouvez cette émission à peu près partout, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, enfin vraiment de partout, et sur gtmac.fr. Bien sûr. La semaine prochaine, on a la chance de recevoir des personnes vraiment intéressantes, vous allez voir. Hein. Et donc en particulier, je dis bien en particulier, parce qu'il y a du monde, mais on va recevoir le nouveau directeur de BMW Martinique. On va vous le faire découvrir. On va tout savoir sur cette marque et sur l'avenir de cette marque qui redémarre, on va dire. on va parler moto aussi alors. Et on va parler peut-être un petit peu moto, Du bien coup, sûr, avec forcément. BMW peut-être. Forcément. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain avec un grand plaisir. Merci à vous. À très vite. Merci.